Bienvenue dans La Matrescence, vous écoutez le 100e épisode de la saison 4, c'est un grand jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Marienval, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. J'ai une autre sœur. Bientôt. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. Aujourd'hui, c'est le 100e épisode et j'avais envie de vous parler des coulisses du podcast. J'ai demandé à la communauté qui m'aide et qui m'apporte son soutien sur Patreon de me poser des questions. Vous êtes 250 maintenant sur Patreon, donc un grand merci. Et donc j'ai sélectionné pas mal de questions, il y en avait beaucoup avec plusieurs thèmes. Donc cet épisode va comporter 4 thèmes. Le premier, ça va être de vous expliquer comment fonctionne le choix d'un épisode, d'un invité, et qu'est-ce qui se passe entre le moment où je l'ai contacté et l'enregistrement et la diffusion. Parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Le deuxième thème, ça va être sur l'organisation entre ma vie pro et ma vie perso, avec mes 2, bientôt 3 enfants. Le troisième thème, ça va aborder le sponsoring, donc les campagnes publicitaires que vous pouvez entendre pas tout le temps, mais de temps en temps, plus Patreon. Et le dernier thème, ce sera l'avenir du podcast, les projets futurs que j'ai pour développer la matrescence. Voilà, je voulais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cet épisode. Donc là, on est en novembre 2021. C'est le 100e épisode. J'ai mis du temps à atteindre le 100e simplement parce que entre le début en mars 2019 et novembre 2021, j'ai eu 1 enfant et demi. Donc j'ai dû faire des pauses, pas hyper longues d'ailleurs. Et je suis donc enceinte de mon 3e enfant, 3e petite fille. Et donc il faut que je jongle entre tout ça. Juste en termes de chiffres, parce que je sais que ça intéresse souvent les auditrices, les auditeurs, et surtout si vous êtes podcasteur ou podcasteuse, vous posez plein de questions sur le monde du podcast. Pour l'instant, donc on est en novembre 2021, le podcast il a cumulé un peu plus de 6,5 millions de téléchargements et il fait entre 300 et 350 000 écoutes par mois. C'est comme ça qu'on compte dans le monde du podcast, on compte en écoutes par mois. Rarement par épisode en fait, parce que c'est compliqué vu que vous êtes les premières utilisatrices, vous savez, parfois vous réécoutez un épisode d'il y a 2 ans, le numéro 20, j'en sais rien, ou un épisode très récent, donc ça n'a pas vraiment de sens parfois d'écouter,
de parler en termes de nombre d'écoutes par épisode, sauf à sa sortie quand évidemment ça fait un carton. Mais pour vous donner un petit ordre d'idée, par exemple, l'épisode qui a été le plus écouté sur mon podcast, c'est celui avec le docteur Catherine Guéguin, c'est le numéro 16. Et cet épisode, il a été écouté de presque 200 000 fois, ce qui est énorme. Hein. Un épisode lui-même, c'est un média, parce que les audiences des fois de la télé, c'est même pas 200 000 vues ou téléspectateurs. Ça dépend les émissions, évidemment. Et ensuite, on tourne plus entre 80 et 100 000 écoutes pour un épisode dans le top 5. Donc, ce qui est, je trouve, des très belles audiences, que je suis seule à faire tout ça. Donc, des fois, il faut se dire, des fois, je suis fière, et puis surtout, ça aide et ça touche du monde. Voilà, c'est plus important. Mais je le dis à chaque fois, c'est une petite blague entre moi et les personnes qui m'écrivent. Vous êtes beaucoup à me dire, oui, de femmes, hein, j'écoute ton podcast et je le mets toujours dans la voiture, ou on se l'écoute à deux, parce qu'il y en a, elles ont des rendez-vous, je trouve ça magnifique, avec leur conjoint ou conjointe, mais c'est souvent conjoint, soyons honnêtes, genre le vendredi soir, voilà, pendant 1 heure, ils écoutent ensemble le podcast, et je leur dis toujours, mais vous me tuez mes stats en fait, vous faites diviser par 2. Mais je suis hyper fière de me dire que c'est un temps de couple, et je connais bien la technique de mettre dans la voiture pendant un long trajet, pour pouvoir faire écouter l'épisode à sa moitié. Voilà. Alors, le premier thème, c'est comment fonctionne le choix d'un épisode ou d'un invité. J'ai un fichier Excel où je note tout le temps des noms de gens qui m'inspirent, où je me dis ça j'aime bien le travail, le livre. Il y a plusieurs façons de procéder pour moi. La première, très honnête, je lis tous les jours Le Monde, lemonde.fr, je suis abonnée. Il y a énormément de ressources sur Le Monde, avec plein de sociologues, de psychologues. Sur le monde de l'éducation, c'est très intéressant. Et ça m'ouvre toujours des nouvelles portes, et ça me donne des noms. Donc ensuite, je me fais dans mon fichier et j'essaye de les contacter. C'est pas toujours simple, parce que c'est souvent des universitaires, des gens qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux, clairement. Hein. Donc c'est beaucoup plus difficile de les atteindre. Et d'avoir une réponse, tu vois. Là, j'ai dû contacter 3 ou 4 personnes qui vraiment m'intéressent, qui ont fait des thèses, qui ont écrit des choses très pertinentes, et j'ai pas de réponse. Donc, il faut que je me note, qu'il faut que je les relance, et que peut-être je leur explique ce que c'est le podcast, j'en sais rien, il faut que j'insiste. Voilà, ça fait partie du travail. Donc ça, c'est une des premières parties. La deuxième, je reçois énormément de livres maintenant. Voilà, la différence au début du podcast, c'est moi qui achetais plein de livres, et j'adore ça toujours, et j'en achète toujours beaucoup, trop, si on écoute mon mari. Mais donc je reçois à peu près 2, 3, 4, 5, des fois 6 livres par semaine, et je peux pas tout lire du tout, vraiment, comparé à avant où je lisais beaucoup. Là c'est plus possible parce que j'en reçois trop, mais ça me donne aussi des pistes et des idées, donc pour choisir les invités. Ensuite, il y a aussi des gens qui ont été invités dans mon podcast qui me recommandent d'autres personnes à inviter, donc ça c'est super. Et puis sur les réseaux sociaux, clairement, hein, je sais que je choisis aussi pas mal de personnalités sur les réseaux sociaux, même si j'essaye de plus en plus de m'en détacher, parce qu'on tourne un peu trop vite en rond, ça c'est clair et net. Depuis en tout cas 2 ans et demi, il y a eu une explosion sur les réseaux sociaux, et surtout après le confinement, donc parfois là, j'essaye de donner la priorité à vraiment des profils dont on n'a pas trop entendu parler sur les réseaux sociaux pour s'ouvrir et pour voir d'autres choses. Je fais quand même rarement des témoignages, parce que je reçois beaucoup de mails de gens qui veulent témoigner, mais c'est pas trop le fond du podcast, c'est vrai. J'essaye plus de choisir des professionnels, des experts ou des expertes sur le thème que je choisis, et donc forcément il y a moins de témoignages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des experts et des expertes. Et comment est-ce que je choisis le thème ? C'est souvent à travers ce que je vis, ça c'est clair. Donc oui, c'est toujours à travers mon prisme, même si je fais un travail aussi pour aller chercher des profils, ou en tout cas des thèmes qui ne me concernent pas du tout de base, mais qui je sais concernent plein d'autres familles. Donc c'est pas toujours évident, ça me met beaucoup de pression parce que je suis seule et que seule je peux évidemment pas être la somme de 15 personnes différentes qui ont des vécus différents.
Donc j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est une des prochaines étapes, clairement, c'est de ne plus être seule. Alors, combien de temps on m'a demandé pour préparer un épisode ? Alors, c'est très très difficile de quantifier, simplement parce que ça varie. Il y a des gens qui vont me répondre tout de suite, donc on peut caler l'épisode très vite et c'est rapide dans les échanges. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais ça prend énormément de temps dans le sens où il faut que je trouve les personnes qui m'intéressent. Il faut que je trouve leur contact. Des fois, c'est pas simple. Une fois que j'ai trouvé leur contact, donc j'envoie le mail. J'explique ce que je fais, ce que je suis, j'attends la réponse. Une fois qu'on a trouvé la réponse, voilà, les échanges de mails, les allers-retours pour trouver une date. Une fois qu'on a calé la date, moi, il faut que je prépare l'interview. Donc ça me prend parfois une matinée entière de préparer, de lire, d'aller chercher les infos, de m'intéresser dans le fond à ce que la personne produit comme travail. Et parfois, parce que je pense que je suis enceinte, c'est très difficile, j'ai les idées embrouillées, enfin, je suis plus du tout aussi efficace qu'avant, je m'en rends bien compte. Donc c'est pas toujours évident cette partie-là, alors que c'est ce que je préfère, clairement. Aller chercher des infos et pouvoir poser 1000 questions, c'est ce que j'aime. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on enregistre via... quand c'est à Bordeaux, je le fais, hein, à Bordeaux, en face à face. Quand j'étais ni enceinte et que j'avais qu'un seul enfant, j'allais beaucoup à Paris. Avant, en plus, surtout la pandémie. La pandémie a chamboulé toute la façon de travailler pour les podcasteurs parce qu'on ne pouvait plus se voir en face à face. Donc, on est tous passés sur les enregistrements à distance. Enfin, en tout cas, beaucoup. C'est clair que quand tu es à Bordeaux, tu as un désavantage, on va dire, parce que beaucoup de choses se passent à Paris. Beaucoup de professionnels, de professeurs sont à Paris. Ça, faut être très honnête. Mais là, tout de suite, dans mon organisation vie perso, vie pro, c'est pas possible. Donc, je fais via un site qui s'appelle Zencastr, où on se voit, donc ça, c'est chouette. Et je peux enregistrer le son. J'essaye le plus possible de guider les invités pour leur demander d'avoir un micro avec un casque, voilà, d'éviter les salles où ça résonne. Je donne 2-3 petites infos, d'avoir une bonne connexion internet, mais bon, c'est toujours pareil, j'ai pas la maîtrise de ça. Il y a des très grands podcasteurs américains qui font des choses sympas, c'est qu'ils envoient un micro à chaque fois à la personne. Enfin, du coup, c'est pas eux, le podcasteur ou la podcastrice qui le fait, hein, c'est qu'ils ont du staff. Et donc, la personne a un micro USB à brancher et forcément, la qualité du son est pas la même. Donc ça, j'aimerais pouvoir le faire. C'est du temps, c'est de l'argent, parce qu'il faut envoyer, faire renvoyer, il faut que la personne ait envie de le faire aussi. Donc, à voir, mais j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir faire ça pour avoir une qualité de son égale et proposer un produit plus qualitatif au niveau du son, parce que moi, ma voix, ça passe, il n'y a pas de problème, mais l'invité, c'est pas toujours simple. Au début, j'ai eu beaucoup de culpabilité de me dire « Ah, je fais tout à distance, comparé à tous les podcasteurs qui sont en face à face. » Et c'est vrai que c'est mieux en face à face, à 100%. Je ne nie pas ça. Et puis, j'ai écouté beaucoup de podcasts américains où, voilà, quand tu as un pays aussi grand qu'à 3 fuseaux horaires, clairement, tu ne peux pas faire que du face à face. Donc, j'ai écouté leurs tips, comment eux ils font, et ça m'a beaucoup aidé à me dire « Ok, on peut avoir du succès et faire à distance. » Même si... Clairement, je préférerais toujours le faire en face à face, mais c'est moins évident. Les gens ont moins de points de chute Bordeaux, on va dire, que Paris. Même s'ils n'habitent pas Paris. On passe plus facilement à la capitale. Donc, le temps de préparation, voilà, c'est variable. Et une fois qu'on enregistre, ça dure entre 1 heure, 1 heure et quart, le temps de discuter. Voilà, hier, j'ai enregistré un épisode. On a passé 1 heure à enregistrer et on a passé 3 quarts d'heure à discuter après de plein de choses. Donc, c'est toujours agréable, ça. Forcément, quand on est face à face, ça dure plus qu'1 heure, clairement. Rien que le temps de trajet, mais c'est surtout parce qu'on papote après. Ensuite, le temps de montage varie. Il y a des fois, j'ai pas le temps de bien épurer. Vous l'aurez remarqué, il y a quelques épisodes où j'ai laissé des invités qui disent « Ah mince, ça marche pas ». Après, je pense aussi que ça fait partie du live, donc c'est pas très grave. Mais il y a des fois où j'ai vraiment le temps de faire un truc très chiadé et d'autres beaucoup moins. C'est pas grave, je me mets plus autant la pression qu'avant là-dessus parce que j'ai moins de temps pour faire plein de choses. Mais le montage, c'est une grosse partie. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui délèguent cette partie, qui ont un monteur avec eux, enfin qui délèguent à un monteur ou une monteuse spécialisée. À terme, c'est aussi un petit peu mon objectif sur certains épisodes de pouvoir le faire. Ça coûte de l'argent, donc c'est toujours la même problématique, le ratio, mais
Mais je vous en parlerai après, c'est un objectif. Et puis ensuite, il faut tout mettre en ligne, les réseaux sociaux, préparer le post, mettre sur le logiciel pour l'envoyer sur toutes les plateformes. Voilà, ça prend ça. Ça prend beaucoup de temps en fait. C'est des micro-tâches, mini-tâches qui accumulées prennent pas mal de temps. Demander la photo à la personne. Voilà, c'est des tout petits trucs qui paraissent... oui, ça va, c'est rien, mais cumulé en fait, ça prend du temps. Et donc, je ne fais pas partie de la team 3 épisodes d'avance. J'ai fait partie de cette team-là en ayant un seul enfant et en n'étant pas enceinte. Là, c'est plus compliqué pour moi et aussi parce que je ne suis toujours pas à 100% sur la matrescence, clairement. J'ai toujours des activités extérieures à la matrescence, que ce soit de journalisme, beaucoup moins, clairement. Là, surtout parce que je suis enceinte et que j'ai refusé certaines choses. Et où je suis speaker, où je suis maîtresse de cérémonie sur des événements. Parce que j'aime beaucoup ça, mais je peux pas tout faire en même temps. Donc, je suis pas à 100%. Donc, mon temps n'est pas à 100% dédié à la matrescence. Donc, forcément, je prends du retard et j'ai pas 3 épisodes d'avance. Et j'adorerais avoir 3 épisodes d'avance, même à peu près 12 pour pouvoir partir en congé maternité tranquille. Mais c'est pas le cas. Je suis pas encore assez staffée ni organisée pour le faire. Ça fait 2 ans et demi et c'est le next step. Clairement, pouvoir avoir de l'avance, ça va faire partie des projets. Mais je suis très honnête, ça me fait culpabiliser de temps en temps de ne pas être dans cette partie, de faire partie des podcasteurs qui arrivent à faire ça. Mais il faut que je sois réaliste aussi parfois. J'ai bientôt 3 enfants. Pendant toute cette période de la matrescence, j'en vis une aussi, plusieurs même. Et vous entendez, je suis malade encore. Et il faut aussi que j'applique ce que je dis, enfin pas forcément ce que je dis, mais ce que disent les spécialistes et les experts dans ce podcast, c'est qu'il faut aussi se reposer, il faut aussi s'écouter, que c'est des temps particuliers dans la vie et qu'on ne peut pas être à 100% clairement quand on fabrique une vie. Et j'ai encore du mal à l'intégrer, ou en tout cas à ne pas culpabiliser de prendre du temps pour moi. Donc c'est pas une équation simple, hein, c'est vrai. Je fais ce podcast, mais je suis comme tout le monde, je galère à trouver ça. Mais on en parlera un petit peu après. Est-ce que en tant que journaliste, quand je prépare les épisodes, j'ai accès à des chiffres, des études ou des statistiques ? C'est une très bonne question. Non, pas du tout. En fait, quand on est journaliste dans une grande entreprise, on a ça via l'AFP. Donc l'AFP, c'est l'agence France Presse, c'est eux qui centralisent toutes les dépêches, tout ce qui les statistiques, les chiffres. Donc c'est une très grosse source d'informations, mais je pense que ça coûte très cher comme abonnement. Donc clairement, quand tu es journaliste indépendante, tu n'as plus accès à ça. Donc non, je cherche beaucoup d'infos sur... Alors, donc je vous ai Le Monde, je lis forcément la presse. Ensuite, j'aime bien aller sur Cairn Info. Donc c'est toutes les thèses, les études qui sortent. Et donc dès que je trouve un spécialiste, je vais voir sur Cairn Info ce qu'ils ont publié. Ensuite, je vais sur les sites de l'INSEE, j'ai des alertes Google. J'écoute des podcasts, effectivement, j'en écoute pas mal. J'en ai peu écouté en français et beaucoup en anglais, donc ça me donne, les Américains me donnent pas mal d'idées, de pistes à explorer, de choses à mettre en place. Mais c'est vrai que les quelques podcasts français que j'écoute m'aident à cheminer, à m'ouvrir l'esprit. C'est pour ça que j'adore le podcast. À voir la vie en général de manière différente. Et donc, ça me donne des idées. Mais donc, non, je n'ai pas accès à quelque chose en particulier. C'est juste, je pense qu'en étant journaliste, j'ai appris où il faut aller chercher les sources, ce qu'il faut faire pour découvrir des chiffres ou des informations différentes. Même si je le fais pas assez bien, je trouve. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais développer la matrescence en ayant quelqu'un qui me décharge de toutes les mini-tâches pour pouvoir me focaliser beaucoup plus là-dessus et aller plus en profondeur sur le travail de recherche. Parce que je ne peux pas être tout à la fois, c'est impossible. Et c'est normal.
Mais tout ça prend du temps. Et je voudrais expliquer quelque chose, c'est que moi, je suis journaliste de base, je suis pas chef d'entreprise, je suis pas businesswoman. Et donc, c'est très compliqué parce que ça me prend beaucoup de temps, toute cette partie-là qui est pas du tout naturelle pour moi, de développer l'entreprise qui est maintenant ce podcast, pour pouvoir proposer des choses de meilleure qualité. Puisque ma compétence première, c'est d'interviewer les gens et de trouver des infos. Mais toute cette partie-là, elle est prise aussi beaucoup par l'administratif et des tâches qui ne sont pas naturelles pour moi, ou en tout cas qui n'ont jamais fait partie de mon cursus et qui sont pas simples pour moi au quotidien. Il y a quelqu'un qui me demandait si j'étais stressée avant d'enregistrer un épisode. C'est une très bonne question. 95% du temps, non, pas du tout. Je prends un tel plaisir à le faire que pas du tout. Je pense que la seule fois où j'ai été stressée, c'est quand j'ai été chez la docteure Catherine Gaillin, parce qu'elle m'avait invitée chez elle. Et donc j'étais quand même hyper impressionnée et j'avais envie que cet épisode il traduise quelque chose d'important et qu'il l'aide et qu'il explique. Donc je m'étais un peu mis la pression, donc oui, j'étais un peu stressée. Mais sincèrement, non, jamais. Je vais pas vous mentir, j'ai interviewé des très très grands sportifs dans ma vie qui mettent beaucoup plus la pression, en tout cas l'entourage. Donc à côté de ça, les gens qui parlent de parentalité sont toujours hyper ouverts et très heureux de parler de ces sujets-là. Donc l'ambiance est beaucoup plus détente et puis je passe pas par l'attaché de presse, le représentant, la marque, je sais pas. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc l'échange il se fait beaucoup plus naturellement et de manière plus fluide. C'est très agréable et c'est aussi pour ça que je pense que j'adore faire le podcast. Parce que c'est vraiment du journalisme. Ensuite, une dernière question sur ce thème-là, donc sur comment fonctionne le choix d'un épisode des invités. Et cette question, elle est très intéressante et merci Kaling de l'avoir posée. Oui, maintenant je connais les gens qui me posent des questions sur Patreon parce qu'on fait des cercles de femmes ou des masterclass. Bon, bref, on arrive à discuter, c'est sympa. Donc, la question, c'est suite au mouvement Black Lives Matter. Elle me dit qu'elle a beaucoup apprécié le fait que j'ai fait intervenir des intervenants racisés et différents, que la représentation, ça compte et la diversité, c'est une richesse. Merci, et c'est vrai. Et donc, elle me demandait quels avaient été les apprentissages, les bienfaits, les opportunités, les méfaits, les contraintes liées à cette évolution. Donc, j'ai fait une très grosse erreur dans la première partie de ce podcast. Donc, la première année, c'est de n'interviewer que des gens, des femmes blanches, ça c'est vrai, quasiment. De ne pas avoir donné d'autres points de vue et d'être restée très enfermée dans un stéréotype d'une personne blanche. Et j'ai essayé de réfléchir pourquoi j'avais fait ça déjà. L'analyse que j'en ai faite, c'est que je pense que j'ai réappliqué très bêtement tous les mécanismes que j'ai appris en école de journalisme. Donc où la diversité quasi n'existe pas, et où en tout cas la façon, enfin pas qu'en école de journalisme, mais dans mon métier en général, quand j'étais à la télé, où on est très focalisé sur les gens qui sont un peu comme nous, où on s'intéresse pas trop à autre chose. Alors dans le sport c'est très différent parce que les profils comme le dit Kaling, il y a une grande diversité, une grande richesse et c'est génial en fait. Donc il y avait moins cette problématique là, alors que moi j'ai clairement répété des erreurs que j'aurais pas dû faire et je voulais le dire et redire puisque ma vie privée ne ressemble pas à ça. Donc ça m'a fait un choc de me rendre compte que je participais à ce système de toujours mettre en avant les mêmes profils. Donc, pourquoi est-ce que ça m'a impacté la mort de George Floyd ? Pour certains, c'est de l'opportunisme et je comprends. En fait, je pense pour moi, personnellement, ça a eu un très fort impact parce que c'était à Minneapolis, la mort de George Floyd. Et voilà, Minneapolis, c'est ma deuxième ville. J'y ai passé mon année de terminale quand j'avais 17 ans. J'ai vécu dans une famille américaine et je suis toujours en contact avec eux toutes les semaines, ça fait 16 ans. Donc vraiment, Minneapolis, ça a une place spéciale dans mon cœur et je pense que moi, le déclic, il a été aussi parce que c'était Minneapolis et que la mort de George Floyd, ça a impacté beaucoup de gens et c'est affreux de se dire qu'il faut une mort pour ça. Mais donc, ça m'a fait réaliser à quel point j'avais été... dans un angle mort
Et que non, le spectre de la parentalité, de la maternité des experts-expertes, il n'est pas que chez les CSP+ blancs. Donc, ça m'a demandé de me remettre beaucoup en question. Je vivais des choses pas très drôles en même temps parce que avec France Télévisions, j'étais enceinte. Bref, ça a été un gros chamboulement et je l'ai pris pour moi et il n'y a aucune excuse. Et donc, j'ai tenté à ma petite échelle de changer ça. Pour moi, c'est que des bienfaits, il n'y a pas de méfaits du tout. Il n'y a pas de contraintes, il fallait juste que j'ouvre les yeux. Donc, ça a été une richesse et c'est la seule chose que je pourrais dire. Et je suis ravie que les gens aient accepté de me parler alors que j'aurais très bien pu comprendre une réaction inverse de dire non, en fait, c'est bon, on en a marre, ce que j'aurais compris. C'est pas du tout parfait, loin de là. Je suis pas un exemple, j'essaye de donner la parole à plein de profils divers. La vraie contrainte, c'est pas lié à moi ou à ces personnes, c'est que malheureusement, le monde de la parentalité est très blanc. Des experts, donc chercher des profils autres, et c'est ça qui est difficile parce qu'ils sont pas assez mis en avant et c'est très très long à expliquer, mais bon, le plafond de verre il doit forcément exister dans ces milieux-là. Donc ça c'était simplement la contrainte de se dire que de faire le constat que si je suis allée vers les personnes blanches aussi automatiquement, c'est parce que il y a malheureusement encore, je pense, un trop gros pourcentage de personnes blanches dans ce monde-là. Ensuite, ça reprend ce que je disais, comment je cherche des invités sur le site Expert, qui est un super site. On peut trouver plein de profils complètement différents sur des thèmes différents, donc je m'appuie beaucoup là-dessus. Donc ça, j'aime bien. J'ai aussi beaucoup diversifié les comptes que je suivais sur les réseaux sociaux. Et puis j'écoute, et puis je m'instruis, et puis je pose des questions, et voilà. Est-ce que ça m'a changé moi ? Sûrement, oui. De toute façon, on change. Enfin, depuis que j'ai lancé ce podcast en mars 2019, j'ai énormément changé, donc tant mieux. Mais ça m'a surtout fait prendre conscience de cette discrimination invisible et que je ne veux pas faire partie de ça. Et donc, ça me donne une responsabilité puisque ce podcast aujourd'hui est beaucoup écouté et que c'était important pour moi de faire ce travail-là. C'est ce que je le redis et le redirai, c'est pas parfait du tout. Et j'ai encore plein de choses à découvrir, mais je suis ravie que mes invités me le fassent découvrir et ne m'en aient pas tenu rigueur. Et comme ça, je pense que ça fait avancer pour tout le monde les choses. Et il reste encore plein de travail et j'ai plein d'idées, mais c'est pas toujours simple à tout mettre en place. Voilà, donc merci beaucoup Kaline d'avoir posé la question. Je trouve que c'était important parce que je veux reconnaître mes erreurs et parce que aussi, c'est ce que je dis dans les podcasts, on fait tous des erreurs et on a tous le droit de changer, on a tous le droit de ne pas s'auto-flageller et d'avancer. Et il y a des thèmes où c'est plus difficile que d'autres, on est d'accord, mais c'est comme dans la parentalité, on ne peut pas être au top sur tout. On a tous nos prismes, nos biais, et c'est important de le reconnaître. Voilà, à peu près ce que je peux dire sur ce sujet. La deuxième partie, donc, c'est l'organisation vie pro, vie perso. Est-ce que j'ai des choses auxquelles je ne déroge pas pour ma santé mentale et mon bien-être ? Oui et non. J'aimerais. Mais on va pas se mentir, avec 2 enfants en bas âge, une grossesse rapprochée, c'est pas hyper simple. Et un déséquilibre qu'on a eu dans notre couple, dans les partages de tâches, enfin éducationnelles surtout, parce que tâches ménagères c'est pas vrai, mais éducationnelles. On peut pas dire que j'avais beaucoup de temps pour moi. En revanche, la liberté que m'offre le fait d'être chef d'entreprise et donc podcasteuse et autres aussi, fait que tous les soirs à 17h, on a nos filles à la maison. C'est ce qu'on s'est dit avec mon mari. On veut leur offrir la possibilité de ne pas aller les chercher à 18h30 et de passer du temps qualitatif avec elles à ce moment-là. Donc on met en pause nos activités pro, ce qui ne veut pas dire que parfois on ne retravaille pas derrière. Moi, rarement, mon mari, oui, souvent. Donc nos filles vont à l'école ou à la crèche à 8h30, 9h pour la crèche. Et on les récupère entre 16h45 et 17h, ce qui fait qu'on s'arrête tôt de travailler. Ça, c'est vrai. C'est une réalité, mais c'est un choix.
C'est frustrant parfois, c'est difficile et on a l'impression de rater des choses. Et en même temps, je sais que la petite enfance, ça passe rapidement. Que quand ma grande, elle sera à l'école primaire, je pense qu'elle aura moins de difficultés à dire je rentre à 18h. Mais ça nous permet aussi de les mettre au lit à 19h30, donc d'avoir des soirées. Donc voilà, pour nous, c'était un équilibre vie pro, vie perso qui était important. Ça a été très difficile à mettre en place pour mon mari, de ne pas te réveiller entre 17h et 19h30, parce que c'est un peu là où il a tous ses coups de fil. Mais je pense qu'on a trouvé là aujourd'hui un bon équilibre sur ça et c'est très agréable. Et je suis très reconnaissante de pouvoir avoir choisi cette vie, même si au départ c'était pas du tout un choix. Et j'ai plutôt subi le fait d'être partie de mon statut de salarié. Donc pour moi, c'est ça, par exemple, pour ma santé mentale, ça me fait du bien parce que j'ai toute une journée entière où je suis tranquille à la maison. Je travaille 5 jours sur 7, on n'a pas le mercredi, mais je peux, voilà, comme il y a beaucoup de maladies infantiles, vous le savez, j'ai la capacité de pouvoir m'adapter et lui aussi, donc ça c'est quand même un très gros luxe. Mais par exemple, cette semaine, j'ai travaillé dimanche, voilà, je suis partie à Paris pour travailler, donc il y a aussi ça, de temps en temps, le week-end, on n'est pas là. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, voilà, pour moi, la chose très importante pour l'équipe de notre famille, c'est de pouvoir aller chercher nos filles tôt. Parce que ça nous fait du bien aussi à nous, en fait. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de charge mentale du travail. On se dit que c'est coupé, c'est ce temps-là pour elle. Et puis, si besoin de travailler plus tard, on refera. Donc, c'est hyper important. J'ai trop souffert de ne pas voir ma première fille quand elle est dans ses premiers mois de vie, parce que je travaillais 2-3 jours par semaine à l'extérieur. Donc, c'était très, très difficile. Donc après pour ma deuxième, j'ai fait 100%, ça aussi c'était trop difficile. Donc il fallait trouver l'équilibre entre être à 100% avec un enfant et travailler, c'est pas possible, en tout cas pas pour moi, ou beaucoup trop travailler, ne pas assez voir mes enfants, et ça c'est pas possible non plus. Donc en tout cas je trouve que depuis la rentrée on a trouvé un équilibre, ce qui va être complètement chamboulé au mois de février prochain avec l'arrivée de la troisième, mais bon voilà, c'est une petite appréhension, c'est comme ça. Est-ce que après je fais du yoga, tout ça, franchement c'est horrible, mais je vais vous dire non. Alors que je suis prof de yoga pré et post-natal, je sais les bienfaits, mais pour cette troisième grossesse en tout cas, c'est très compliqué. En revanche, on essaye le plus souvent avec une de mes copines, Maïté, qui a 3 enfants aussi, d'aller marcher 1 fois par semaine toutes les 2 le matin. Ça me fait bouger, ça me fait du bien, on va dans la forêt et c'est hyper agréable. Donc ça a un petit peu partie de nos rituels. Et à côté de ça... moi, les vacances, c'est important. J'ai toujours été fait partie de la catégorie des gens qui bossent comme des malades pour être tranquille en vacances, qui n'est pas le cas de mon mari. Donc, moi, les vacances, on a décidé avec mon mari qu'une semaine sur 2, on partait en vacances, ou en tout cas, on avait les filles, et que la deuxième semaine, soit elles allaient au centre aéré, soit à la crèche. Mais qu'en tout cas, il y avait une semaine réservée pour elles où on les prenait avec nous. C'est ce qu'on a fait au mois d'octobre, c'était génial. La preuve, notre petite a fait 3 nuits d'affilée, des trucs qui n'étaient jamais arrivés. Comme quoi, les vacances, ça a du bon quand même. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Donc ça fait partie de notre règle. Enfin, de la règle que j'ai instaurée, soyons honnêtes. Hashtag charge mentale. Et ensuite, les grandes vacances. Alors dans le monde du podcast, c'est un peu particulier parce que le mois d'août, c'est mort. Clairement, les gens, ils ont autre chose à faire que d'écouter des podcasts. Donc sans scrupule, je mets des rediffs et je ne travaille pas au mois d'août. Cette année, l'année dernière, c'était particulier parce que j'étais vraiment en burn-out et je n'étais plus capable de travailler. Donc j'avais coupé tout le mois d'août et j'étais partie en formation. Et donc ça fait partie des choses aussi pour ma santé mentale et je pense que je le ferai tous les ans. Je suis partie 1 semaine en formation. Là, c'était du yoga du féminin. Le féminin sacré, c'était incroyable. Et cette semaine-là, elle m'a tellement régénérée sur le plan perso, pro, enfin tout, que j'ai dit à mon mec, je lui ai dit, écoute, tous les ans, je ferai 1 semaine où je partirai et tu gères, tu te démerdes. Mais j'ai besoin de ce temps-là. Et vraiment, ça a été une des premières choses que j'ai faites pour sortir du burn-out qui m'a fait un bien incroyable. Et j'aurais pu rester 2 semaines, alors que je suis pas du genre à aimer partir trop longtemps loin de mes filles. Mais vraiment, c'était régénérant. Donc ça fait partie de ce que je veux faire, pouvoir me former ou en tout cas faire quelque chose pour moi. Je sais très bien que c'est un luxe, que ça coûte de l'argent.
même si ces genres de formations sont remboursées et prises en charge parfois par Pôle emploi ou des organismes de formation, donc n'hésitez pas à regarder par exemple. Mais j'en discutais la dernière fois avec Isadora et Marisa, que j'ai interviewées dans mon podcast, qui sont entrepreneuses, qui ont créé la plateforme Intention, et je leur disais que vraiment, mais c'était un truc incroyable parce que t'es là pour toi en fait, dans ce genre de formation. Oui, ça t'aide, moi ça m'aide sur le plan pro, évidemment, parce que j'ai choisi un thème qui m'intéresse. Mais je sais que j'aimerais bien faire une formation cuisine végane, par exemple, ou j'en sais rien, peu importe, d'art, faire autre chose, du surf. À terme, passer mon diplôme de yoga initial. Et juste de faire un truc pour soi, quand on est parent, pas pour son conjoint, pas pour sa famille, pour soi en tant que nous-mêmes, bah, c'était hyper précieux. Et c'est vrai que dans la formation, la seule chose que j'ai dit, c'est que moi, je me sentais à ma place à cet endroit-là parce que je pouvais être moi, Clémentine. Ni la personne à la télé, ni la maman d'eux, ni la femme d'eux, ni la podcasteuse, juste moi. Et ça, c'est pas facile. Je pense que la matrescence, c'était ça, hein. Changement d'identité, je suis qui? Et j'ai trouvé qu'en étant dans ces types de formations, on est loin de son quotidien, on est en groupe, moi, j'arrive beaucoup mieux à être moi, bizarrement, parce que je suis défaite de toute contrainte. Et donc, c'était très agréable. Voilà. Petite parenthèse, mais... Et donc, quelqu'un me pose la question entre ma charge au quotidien, ce que ça représente mon travail, c'est difficile à quantifier. Hein. Il y a des semaines, je vais réussir à enregistrer 3 ou 4 épisodes, c'est trop bien. Voilà, c'est génial parce que j'ai de l'avance de malade. Il y a des semaines, c'est à l'arrache, au dernier moment, c'est très compliqué. Il y a des semaines, mes filles ont la gastro. Il y a des semaines, je travaille ailleurs. Donc, c'est encore complexe parce que je disais, je suis pas à 100%. Donc, le jour où je serai à 100%, je pense que j'aurai une meilleure visibilité sur l'organisation. De comment je peux découper mes semaines. Mais pour l'instant, c'est encore un peu le bordel, soyons honnêtes. Alors, il y a une question qui me fait rigoler, qui dit, de mon côté, j'aurais aimé savoir comment tu vis la célébrité, ou du moins la notoriété, liée au podcast de la matrescence. J'imagine que la visibilité n'est pas une nouveauté pour toi, mais j'aurais aimé avoir ton retour plus spécifique sur l'univers de la parentalité. Je trouve que c'est une super question parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé à la télé et je travaille encore. Donc, dans le monde dans lequel je travaillais, les gens me connaissaient et me reconnaissaient de temps en temps, vraiment, dans la rue. Donc, c'est toujours assez bizarre. Mais aujourd'hui, c'est très drôle parce que plus jamais on me parle de la télé. Mais tout le temps, on vient me voir mais vraiment, vraiment souvent. On va pas se mentir, on vient me voir très souvent pour la matrescence. Et c'est trop drôle. Et souvent, c'est souvent des papas. Vous pourrez demander à mon mari, c'est drôle. Et je trouve ça trop chouette que ce soit des papas qui viennent me voir, me dire grâce à vous, j'ai compris ma femme, ou j'arrive mieux à décrypter mes enfants, je suis moins énervée, j'essaye de m'ouvrir. Vraiment, ça me touche. Dès que je vais dans des parcs ou des endroits où il y a des enfants, oui, il y a quasiment toujours quelqu'un pour venir me voir, me dire mais c'est pas vous qui faites de la matrescence. Donc, alors il n'y a pas du tout une façon de le vivre ou quoi que ce soit, c'est juste trop agréable, je vais pas vous mentir. Et pourquoi ? C'est pas de l'égocentrisme, c'est simplement que je fais beaucoup ce podcast derrière mon ordinateur, seule. C'est du virtuel, hein, vous écoutez, vous, avec votre téléphone, en train de courir, en train de faire la cuisine, en voiture. Mais on se voit pas en face à face, pas beaucoup. Et d'avoir un retour de ce qu'on fait dans des moments où on se demande si ça sert à quelque chose, où on est... est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'on aide ? Est-ce qu'on fout pas la pression ? Parce que évidemment, je me la pose cette question. Ça fait du bien d'avoir des retours de gens qui disent que ça leur a vraiment aidé dans leur vie, ça les a vraiment aidé dans leur vie, le podcast. Et c'est toujours tellement gentil la façon dont les gens les abordent, beaucoup plus, je vous le dis, que quand c'est la télé. La télé, les gens ne me connaissent pas, ils ont une image de moi projetée sur leur écran qui est très particulière, démaquillée, machin. Enfin, je trouve que dans le podcast, vous connaissez beaucoup plus de moi, de qui je suis, donc les échanges sont bien plus sympas. Et j'apprécie vraiment, vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous me croisez dans la rue et dans des endroits, à venir me voir. Vraiment. Même si je suis avec mes enfants, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je serai toujours ravie de discuter avec vous. Dernière question sur ce thème entre la vie pro et la vie perso.
Donc vous voyez, j'ai pas de recette miracle, hein. J'ai testé 2 extrêmes qui m'ont fait du mal et là je trouve un équilibre qui me fait du bien et qui me stresse parce que je sais qu'il va être chamboulé. Voilà, c'est la vie de parents. Tu trouves un truc qui marche et le lendemain ça marche plus et ça te rend ouf. Bon bah là c'est un petit peu ça pour moi dans l'équilibre de travail. Donc clairement j'ai tablé sur septembre 2022 d'être à 100% sur la matrescence et de me dire que bah voilà, maintenant ça va faire partie de mon quotidien et mes enfants seront soit à l'école soit à la crèche. Je serai plus dans une période intense de prendre soin d'un nourrisson parce que ce bébé aura 7 mois et je pourrai vraiment à fond développer la matrescence comme j'en ai envie, comme j'avais envie de le faire là maintenant. Mais voilà, il y a des petits imprévus dans la vie. Et donc la dernière question, c'est comment je m'organise avec mes grossesses. Est-ce que j'enregistre à l'avance pour faire une vraie pause bientôt? Est-ce que je vais travailler jusqu'au bout ou reprendre rapidement? Très bonne question. Depuis janvier 2021, donc quelque chose que dont je n'ai pas pu bénéficier avec ma deuxième, les chefs d'entreprise indépendants ont le droit à un congé maternité. Wouhou! Donc je vais avoir le droit à un congé maternité long puisque ce sera ma 3e enfant. Donc c'est 24 semaines que j'ai décidé de prendre. Au début, je n'étais pas sûre, je suis un peu maso, je sais. Mais c'est tellement dur de jongler sa vie pro-perso, on a envie d'avancer et en même temps, j'ai trop conscience que c'est important de prendre du temps pour soi. Donc, je vais m'arrêter mi-janvier, un mois avant ma date d'accouchement, et je vais reprendre en juin. Ce qui veut dire que, pour l'instant, je n'ai pas enregistré, vous avez compris, assez d'épisodes en avance, mais soyons honnêtes, il reste 6 semaines, 8 semaines, donc ça peut très bien se faire. Et je vais mettre des rediffusions. Parce qu'au final, en termes d'audience, tout simplement, les rediffusions marchent très bien. Parce qu'il y a 100 épisodes et qu'il y a plein de personnes qui découvrent le podcast au fur et à mesure qui n'ont pas écouté des épisodes précédents. Donc, je vais faire un choix, évidemment, dans ce que je remets en diffusion. Et donc, ça sera l'occasion pour vous de pouvoir écouter des podcasts des épisodes que vous n'aviez pas écoutés ou découverts. Donc, je vais m'arrêter, clairement. Ça va être dur, je sais pas trop comment je vais le gérer. J'ai conscience que s'il y a 24 semaines de prévu pour un 3e enfant, c'est que c'est compliqué, un 3e enfant. Surtout que j'aurai un tout petit de 17 mois, qu'il y a un moment, c'est sur le long terme qu'il faut penser et pas que là. Mais c'est très dur. Et là, je pensais de l'ego, je vais pas vous mentir. C'est très dur de lâcher son bébé d'entreprise et de se dire, oui, bah tant pis, on verra plus tard. C'est très dur d'avoir plein d'idées, de pas pouvoir les mettre en place. C'est très dur de se dire que les autres avancent, c'est pas toi. Enfin voilà, je pense que je suis pas du tout la seule à vivre ça en entrepreneuriat, mais c'est vraiment un aspect apprendre à lâcher prise qui est difficile. Et la dernière fois, j'en parlais avec mon mari. Vous avez vu, j'arrive à dire mari, même si c'est bizarre quand même. Je vais dire mon mec. Mais on m'a fait la réflexion que c'était vraiment bizarre de dire mon mec. Bah bon, moi c'est comme ça que je parle. Et je lui disais qu'en fait, je me rendais compte que je crois que j'aurais beaucoup moins de problèmes à lâcher prise si je savais que lui, il s'arrêtait autant que moi. Parce que j'ai du mal à lâcher sur le fait que bah lui, il continue, il évolue, il progresse, il gagne de l'argent. Et que moi, non. Et ça m'agace. Donc, je dois faire un gros travail sur moi-même pour arriver à me dire que tant pis, qu'il y a aussi un enfant en jeu et que c'est important. Mais c'est dur de dire que c'est moi, la mère, qui fait ce sacrifice-là. Alors lui, il s'arrêtera un mois. Ça a été dealé non négociable. Je voudrais plus, donc je travaille sur ça. Mais c'est très dur de voir les autres avancer dans son couple, de voir cette inégalité se creuser. C'est vraiment pas simple. On vit pas une époque hyper agréable, je trouve, pour nous les femmes qui avons conscience de tous ces problèmes d'inégalité et qui sommes confrontées à la réalité. Où malheureusement la société, elle n'aide pas du tout là-dessus, tout comme pour l'éducation et essayer de respecter au mieux ses enfants. On n'est pas aidé par la société, donc c'est normal qu'on pète les plombs, c'est normal qu'on soit en surchauffe et que ça colle pas forcément avec nos idéaux, la réalité de nos vies. Mais c'est dur de faire avec, quoi. Je fais que me dire j'ai 3 filles et que mes 3 filles, j'espère, profiteront bien mieux de tout le travail qu'on fait maintenant pour leur vie future. Voilà, donc je reprends au mois de juin. C'est pour ça que je me suis fixé l'objectif de septembre 2022 où vraiment là, ça sera la folie. Où j'ai plein de trucs à faire et envie. Et j'essaie d'être réaliste en me disant septembre 2022.
Ensuite, troisième partie sur le sponsoring et Patreon. Alors, quelqu'un me demande, depuis les débuts du podcast, les ambitions que j'avais, le rythme des publications, quand est-ce que ça a pris et quand est-ce que donc j'ai mis le système de sponsoring en place et que j'ai pu en vivre. Donc j'ai commencé en mars 2022 avec juste un objectif, me dire, je ne dois pas être la seule à vivre ce genre de transformation. La matrescence, c'est un concept américain, donc anglophone, donc qui ne doit pas être très bien compris en France, donc je vais en parler. Mais j'avais juste envie de pouvoir interviewer des gens qui me passionnaient pour apprendre. Parce que j'étais vraiment curieuse et parce que j'avais lu tellement de choses et que j'étais dans une phase de la petite enfance de ma fille qui avait 19 mois, je crois, à l'époque, où j'avais soif de connaissances et je me disais, je suis journaliste, je peux trop le faire. Puis c'est simple, voilà. Donc au début, je pense que c'était toutes les 2 semaines, 2-3 semaines. J'ai rien publié de l'été parce que j'étais complètement burn-out. Et pour ceux qui sont venus me voir en me disant oui, bah, t'es en burn-out parce que t'en fais trop, parce que tu maternes trop, blablabla, t'allaites, tu fais du cododo. Voilà, le premier burn-out que j'ai fait en l'été 2019, ma fille n'était ni allaitée, ça faisait 1 an et demi, ni en cododo. C'est juste que mon conjoint, il vivait sa meilleure vie au taf pendant que moi, je faisais tout, quoi. Donc, je pense pas dans mon cas personnellement que ce soit le maternage, comme on dit, la problématique ou l'éducation respectueuse. C'était vraiment un déséquilibre de qui prend en charge notre fille et à part égale. C'était vraiment plus ça. Donc j'avais rien publié de l'été et en septembre 2019, je m'y suis mise à fond parce que je retravaillais à côté sur TF1, sur la Coupe du Monde. J'étais nourrie de ça, je me ressentais moi-même, j'avais des pauses avec ma fille, je pouvais respirer, faire autre chose. Je travaillais à Paris, donc je dormais aussi. Et donc là, d'un coup, j'ai eu une énergie incroyable et j'avais vraiment envie de développer ce podcast. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait l'interview de Catherine Guéguin, qui a été le déclencheur de ce podcast, qui a fait que d'un coup, il y a eu énormément d'écoutes. Voilà, je crois que je suis passée, si je dis pas de bêtises, par mois, on va dire de 20 000 écoutes par mois à 80 000, à 150 000, à quelques mois après 200 000, pour aujourd'hui être à 300, 350 avec Alors il y a des mesures très spécifiques en podcast que j'avais pas au début. Aujourd'hui c'est des mesures très sérieuses où vraiment c'est les écoutes prises en compte dans leur globalité. Donc si j'avais pas cette restriction, je pense que je serais à 400 000 écoutes, voilà. Mais ça fait baisser, c'est normal, puisque c'est mieux contrôlé, les écoutes. Donc vraiment, c'est septembre 2019 où ça a changé dans ma façon, moi, de m'organiser et où ça a pris. J'ai travaillé 1 an sans être rémunérée du tout. J'ai commencé à pas en vivre, mais juste à toucher un peu d'argent en février donc 2020. Et ça a été quand même une chance immense pour moi puisque c'était juste avant le confinement et on va pas se mentir, moi au moment du confinement, mon activité principale, alors je suis enceinte en plus, mais mon activité principale c'est d'animer des soirées en entreprise, c'est de faire du journalisme sur le terrain et tout ça c'est mort, ça n'existe plus, donc j'ai 0 revenu. Donc heureusement qu'il y a du sponsoring qui arrive sur le podcast et que je peux le développer. En plus, c'est une joie immense pour moi. Je peux être à la maison, je peux arrêter de vadrouiller à droite à gauche. Parce que j'étais évidemment dans l'extrême où je partais trop, j'étais fatiguée et je voyais plus ma fille. donc vraiment, mars 2020, une année. Ça a été le tournant. J'ai intégré la régie Nouvelles Écoutes. Elles sont venues me voir. Nouvelles Écoutes, c'est un studio de podcast qui fait aussi une régie, donc qui ramène des sponsors. Eux, ils prennent un pourcentage et nous, on prend une autre partie. Donc, ça m'a permis de sortir la tête de l'eau, mais ça a été... J'ai flippé parce que j'étais enceinte. Enfin, voilà, ça, c'était pas vraiment une période très agréable à ce moment-là. Et en fait, 6 mois, le podcast m'a complètement libérée de ce stress et j'ai pu, en plus, du coup, le développer mais à fond. Parce que là, pour le coup, j'étais à 100% sur le podcast. C'était beaucoup plus facile. Là, j'avais de l'avance. J'étais bien. Donc, ça a pris à ce moment-là, en fait, 1 année. Il m'a fallu 1 année. Ça a commencé en septembre, quoi, mais en 1 année pour vraiment développer. Est-ce que j'ai changé la qualité du matériel ? Oui, mais l'année d'après, quand est-ce que je l'ai changé ? Je saurais pas vous dire. Je sais plus quel... à Noël, est-ce que c'était 2019 ou 2020 ?
Non, je pense 2019. J'ai racheté un enregistreur qui me séparait les 2 pistes. Avant, quand on enregistrait avec le micro, ça enregistrait sur les 2 mêmes pistes. Donc dès qu'il fallait que je fasse du montage, c'était la galère. Donc c'est la petite différence. J'ai gardé les mêmes micros depuis 2 ans et demi, 3 ans presque. Parce que c'est de très bons micros. C'était juste l'enregistreur. Donc j'ai le Zoom H5 qui permet de dissocier les 2 pistes. J'en connais pas plus sur la technique de tout ça, je vous le dis. J'ai appris le strict minimum en regardant des tutos YouTube, en demandant à des podcasteurs, en m'informant, en lisant, en écoutant des podcasts. Voilà, j'ai fait mon petit travail de recherche à côté. Alors ensuite, sur le sponsoring. Comment fonctionne le système de sponsoring, publicité qui est plutôt discret sur ton podcast ? Alors il est discret, ça dépend. Il y a des fois où j'ai beaucoup de campagnes, il y a des fois où j'en ai pas du tout. Donc en gros, comment ça fonctionne le système de sponsoring ? C'est que les marques viennent... donc je vous disais, nous on calcule le podcast en nombre d'écoutes par mois. Donc par exemple, j'ai 300 000, 350 000 écoutes par mois. Les marques peuvent acheter 50 000, 35 000, 100 000, 200 000. Bon, ça fait beaucoup parce que c'est des gros budgets. Et donc, pendant 100 000 écoutes, la campagne publicitaire va être mise dans les oreilles de l'auditrice, de l'auditeur. Ça ne veut pas dire que ça sponsorise un épisode, ça veut dire que ça sponsorise tout le podcast pendant une période donnée jusqu'à atteindre 100 000. Parce qu'on a des logiciels exprès qu'on paye assez cher où on rentre la campagne publicitaire, on leur dit je veux 100 000 écoutes sur cette campagne et au bout de 100 000 écoutes, la campagne publicitaire s'enlève. Comment ça fonctionne ? Une partie, c'est via Nouvelles Écoutes, la régie. Une autre partie, c'est du relationnel direct. Une autre partie, c'est moi qui contacte. Assez rarement maintenant, quand même. Maintenant, les sponsors viennent. Et j'ai très peu de temps pour le faire. Ça aussi, c'est un cercle vicieux puisque sans sponsoring, je ne peux pas développer comme il faut. Donc ça, c'est la première partie pour le sponsoring du podcast. Et donc, j'ai mis en place Patreon ensuite pour avoir une mini-sécurité où tous les mois, c'est à peu près le même montant, plus ou moins, qui est versé pour le podcast, avec donc des contreparties. Je vais en parler dans quelques instants. Mais donc, la publicité, on va pas se mentir, aux États-Unis, c'est un marché immense du podcast. Il y a des podcasteurs, ils sont millionnaires, clairement, avec leur audience, avec la pub. Après, voilà, ils sont dans un monde anglo-saxon où il y a plus de gens qui écoutent forcément et où la pub, c'est beaucoup plus fort. Est-ce que ça m'arrive de refuser des campagnes ? Oui, quand elles ne sont pas en adéquation avec ce que je pense. Il y a plein de fois où je me pose la question, est-ce que vraiment c'est intéressant ou pas ? Est-ce que ça a une valeur ajoutée ? La réalité, c'est quand même de temps en temps, il faut se dire qu'on doit vivre et que j'ai l'ambition de développer ce podcast, donc d'embaucher des gens, donc de faire vivre aussi d'autres familles. C'est pas simple parce que ce que je vous disais, j'ai une formation de journaliste et pas de businesswoman, donc je navigue parfois à vue. Il y a eu beaucoup de gens dans le monde du podcast qui m'ont aidé, que je remercie vraiment sincèrement, qui m'ont tendu des perches, qui m'ont expliqué les codes, qui sont dans le monde du business. Et j'ai appris plein de choses. Franchement, ça pour le coup, c'est génial. Et j'ai créé une société en mai 2021, au moment où je suis tombée enceinte. Très bon timing. Je le savais pas. Parce que là, c'est un peu différent, parce que si je fais pas de chiffre d'affaires, voilà, ma société, c'est plus complexe. Bon, bref, tout ça, c'est des considérations business un peu particulières, mais que j'ai dû apprendre. Et je suis toujours très novice et je fais des conneries et je galère, mais c'est comme ça. Est-ce que j'ai le moyen de développer le podcast et d'en faire ce que je souhaite ? Oui et non. En vrai, oui, dans le fond, si je n'étais pas enceinte, soyons très honnêtes. Parce que là, j'ai voulu prendre quelqu'un avec moi et former, mais en même temps, à quoi ça sert vu que je vais m'en aller ? Donc, mais en même temps, c'est un cercle vicieux, parce que si je prends pas quelqu'un qui me décharge des tâches, je peux pas développer le reste. Mais j'ai pris en consulting, en fait, une amie qui m'aide et qui a un côté très business que je n'ai pas, et qui m'aide sur 2-3 trucs là en freelance de temps en temps. Elle a pas d'impératif, elle est pas en recherche là tout de suite, donc j'ai rien à lui promettre de sécurité d'emploi sur le long terme, mais on le fait ensemble, donc ça c'est super chouette. Et c'est en grande partie grâce à Patreon que je peux faire ça et que ça va m'aider à poser les pierres pour pouvoir développer à fond. Donc notamment toute une refonte du site, enfin un nouveau site d'ailleurs, lamatrescence.fr, avec grande facilité de trouver les épisodes, de pouvoir faire du transcript. Donc pour les personnes sourdes, malentendantes, de pouvoir lire les interviews,
Il y avait tout un tas de jeunes mamans qui m'ont aidé sur ça, déjà sur certaines interviews en anglais et sur des interviews hyper sympas. Donc merci, je les recontacterai bientôt pour en reparler et les dédommager aussi, parce qu'elle l'avait fait gratuitement. Donc voilà, ça fait partie des choses. Ensuite, la pub et la campagne Patreon suffisent-elles ? Oui et non. En fait, encore une fois, tout est lié. Si j'ai quelqu'un qui me décharge des tâches et qui va contacter des sponsors, ça me permet, moi, de mieux développer, donc d'avoir plus de moyens financiers pour prendre des gens et donc développer, moi, ma partie qui est, le journalisme et trouver des gens pertinents bien mieux. Donc tout ça, c'est des cercles vertueux qui doivent s'organiser. Et c'est très simple. J'ai 2 enfants en bas âge, une grossesse, je suis fatiguée et j'y arrive pas toujours. Et il y a des semaines, c'est très compliqué de travailler. Donc c'est plus à moi de faire ces efforts-là dans l'organisation et d'avoir un rapport plus business, même si ça embête plein de personnes sur les réseaux sociaux qu'on puisse gagner de l'argent avec un podcast. Mais oui, c'est comme ça, tant mieux, non ? Il faut que les femmes, le travail arrête d'être gratuit et qu'on soit rémunéré pour ce qu'on fait. Et surtout, le but, c'est de pouvoir avoir d'autres gens avec moi et de rémunérer d'autres gens. Dernière question sur le sponsoring. J'espère que ça vous a un peu aidé. Est-ce qu'une exclusivité avec Spotify comme pour la poudre est envisageable ? Je crois qu'il y a beaucoup de podcasteurs aujourd'hui qui aimeraient ça. En fait, Spotify a racheté énormément de podcasts aux US. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire halluciner, mais un des plus gros podcasts américains, alors on parle en millions d'écoutes chaque semaine, hein, on est sur d'autres sphères, a été racheté 190 millions de dollars. C'est le Joe Rogan Show. 190 millions de dollars. Oui, Spotify a acheté 190 millions de dollars un podcast en exclusivité. Et ils en ont racheté quelques-uns derrière, sur des montants variables de les 60 millions, 10 millions, enfin voilà, l'alu, clairement. On est très loin de ça en France. Et pour la première fois, Spotify a racheté un podcast en France, qui est La Poudre, créé par Lorraine Bastide, qui est sorti donc de sa régie Nouvelles Écoutes. Pour être honnête, c'est que en fait, on ne sait pas en France les montants, on ne sait pas combien La Poudre a été rachetée. Est-ce que c'était, j'imagine, c'est financièrement intéressant, sinon elle ne l'aurait pas fait. Mais donc, il y a une opacité en France sur les tarifs, les montants. Je pense que pour plein de podcasteurs, c'est le but, hein, c'est le goal de se faire acheter par Spotify en exclusivité un jour, parce que c'est vrai que ça donne une sécurité financière qu'on n'a pas là tout de suite. Moi, si demain les sponsors ils viennent plus, j'ai plus de revenus, donc c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai mis en place Patreon, parce que ça génère un revenu plus stable. Et puis surtout, franchement, en vrai, je trouve ça trop cool. On fait plein de trucs sur Patreon, je vais vous expliquer dans 2 secondes. Et donc, est-ce que c'est envisageable ? Oui, sûrement. Moi, on n'a pas été approché. En France, c'est les balbutiements. On a 5 ans de retard sur le podcast américain. Mais ça me ferait plaisir de me dire que je peux intéresser que mon podcast a de la valeur. Mais après, il faut voir les termes, que j'ai toujours la même liberté, que je puisse vous fournir la même chose. Moi, mon credo, c'est que je veux que ça reste gratuit. Oui, les épisodes principaux sont gratuits, les hors-séries sont gratuits, et oui, il y a de temps en temps des épisodes qui sont payants sur Patreon, et encore, vous pouvez écouter la moitié gratuitement. Mais il y a un moment, il faut trouver un modèle économique qui fonctionne pour pouvoir continuer le podcast, tout simplement. Vous pouvez discuter avec des gens qui font des podcasts, qui se sont lancés, ils vous expliqueront comment c'est complexe. Émerger dans ce monde-là, parce que c'est à la mode, parce qu'il y en a beaucoup, et sortir du lot, c'est pas simple. Donc voilà, ça fait partie de ce que dont je voulais parler sur le sponsoring. Et puis il y a aussi un côté chouette avec le sponsoring. Par exemple, il y a une marque qui revient quasiment 2, 3, 4 fois par an parce que on adore travailler ensemble, parce que ça a un vrai impact sur eux, leur vente, que moi j'adore la marque. Et ça, je trouve ça chouette en fait d'arriver à bosser comme ça. Il y a beaucoup de gros podcasteurs qui sont très business, qui bossent comme ça, qui bossent toujours avec les mêmes marques, qui a une relation de confiance. Et du coup, vous, en tant qu'auditeur, auditrice, vous vous dites que c'est pas du vent, on a une vraie relation, c'est des marques dont moi je suis cliente de base, donc ça c'est chouette. Maintenant c'est à moi de développer aussi, d'aller chercher des marques que j'utilise beaucoup et que je sais pourraient vous intéresser vous. Donc c'est un vrai travail, c'est un poste avec des vraies compétences que je n'ai pas, mais j'ai appris. Oui, franchement le podcast m'a au moins appris ça, à m'ouvrir sur le monde de l'entrepreneuriat, et j'adore. Mais je suis un peu trop seule, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi discuter avec d'autres entrepreneuses qui sont dans le même modèle, on va dire. C'est hyper intéressant, c'est très nourrissant.
Dernière partie, et c'est la fin, et de toute façon il ne reste qu'une question, c'est l'avenir du podcast et les projets futurs. Jusqu'où est-ce que j'ai envie d'emmener la matrescence ? C'est une très bonne question. Quand j'ai démarré, j'aurais jamais pensé que ça prendrait cette ampleur ni dans ma vie, tout court, ni dans la vie des gens, ni que ça me plairait autant, ni qu'on en parlerait autant. Les projets à venir très concrets, c'est l'écriture d'un livre autour de la matrescence. Donc ça aussi, il va falloir que je m'y mette bien comme il faut. Développer absolument le site, donc c'est ce que on est en train de travailler dessus avec mon ami, et refaire l'identité visuelle, donc proposer quelque chose de vraiment qualitatif où ce soit un site ressource pour vous en tant que parents, auditrices, auditeurs, que vous puissiez montrer aux gens qui ne savent pas très bien écouter un podcast, aller chercher d'autres infos en plus, il y aura une newsletter. Ça, c'est vraiment un gros projet là, à venir dans les mois à venir, qui ne se fait pas en quelques jours, en quelques semaines. Ensuite, il y a une question, est-ce que j'aimerais faire un film, un docu ? En vrai, oui, c'est mon métier de base en plus, d'être journaliste là-dessus. Mais ça prend beaucoup de temps, c'est du temps que je n'ai pas là aujourd'hui. Mais à voir, je me fixe pas de limite sur ce que ça peut entraîner, la matrescence. Mais je veux que ça continue à être un podcast, parce que je trouve ça trop intéressant, le modèle d'écouter quelqu'un parler pendant 1 heure. Et donc les projets à venir, c'est développer Patreon aussi. Donc sur Patreon aujourd'hui, si vous payez 5 € par mois, vous avez l'épisode en avance et pas de pub. Vous l'avez le jeudi au lieu du vendredi. Et je sais que la plupart des femmes parce que c'est quasiment que des femmes, je crois, qui sont contributrices, le font simplement pour soutenir le podcast et dire merci et non, pas forcément d'attendre plus que ça. Voilà, c'est la première contrepartie. La deuxième, c'est 10 € par mois. Et donc là, il y a plus de choses. Donc là, vous avez l'épisode en exclusivité qui s'appelle leur Secret Sauce, qui est 1 fois par mois pour l'instant. Mais à terme, je voudrais le développer parce que parler du couple parental, c'est vraiment intéressant. Et je pense que je peux faire plein de choses autour de ça. Donc vous avez accès à cet épisode. Vous avez accès pour l'instant à 2, voire 3 masterclass dans l'année. Donc il y en a une qui a été qu'on a faite cette semaine sur le sommeil, qui a duré 1h30, où on était une 30aine, où on pouvait poser des questions, écouter Florence Pinon, par exemple, parler de sommeil. Il y en aura 2 ou 3 dans l'année, mais j'ai dit 2 ou 3 parce que je suis enceinte, soyons très honnêtes. Quand en septembre 2022 je reviens, on pourra faire beaucoup plus de choses. Il y aura des événements live que je vais organiser. J'ai plein d'idées pour les gens de Patreon. Franchement, c'est trop chouette sur Patreon. Et donc, pour celles qui payent 15 €, les VIP, elles, on fait, c'est génial, on fait tous les 2 fois par mois, on fait des cercles de femmes et on est une 15aine. C'est trop cool. On discute de plein de thèmes, on tire des cartes. C'est une thérapie de groupe pour moi, pour elles. C'est hyper agréable. Donc ça, je veux continuer de le développer. Et qu'est-ce que j'ai encore et avoir mon projet, c'est avoir de l'avance sur les épisodes et pouvoir avoir un impact encore plus fort et proposer de la qualité. Voilà. Et arriver à retrouver un équilibre pro-perso avec 3 enfants. Souhaitez-moi bonne chance que je puisse continuer ce projet qui est génial, la matrescence, qui m'épanouit à un point où vous n'avez pas idée. Même si je me sens encore un petit peu seule derrière mon écran, j'ai bon espoir de faire des événements live où on peut se voir, que ce soit à Bordeaux, à Paris pour l'instant, mais à terme d'aller dans d'autres villes pour se voir. Voilà ce que je peux vous dire sur le développement du podcast. Je veux bien, si vous avez écouté cet épisode, vos suggestions. Ça m'intéresse, vos retours, pour pouvoir faire évoluer pour les 100 prochains épisodes ce podcast. Parce que j'en serais clairement pas là sans tout le soutien que vous avez apporté, toutes les écoutes, le fait que il y a un gros bouche à oreille pour les professionnels de santé, je le sais aussi, que vous recommandez à vos copines, à vos cousines, même aux hommes, ça c'est trop bien. Donc je crois aussi que ça fait partie des objectifs, qu'il y ait plus d'hommes qui écoutent, que ça touche plus de parents en général et pas que les femmes, dans les couples hétéros évidemment. Donc voilà, à peu près ce que j'ai envie de développer, qu'il y ait évidemment plus d'inclusivité, que je sois entourée de personnes d'horizons divers qui ont un regard différent du mien. Très important pour moi, ça va faire partie des critères de recherche si je veux me staffer, si je veux avoir des gens qui m'aident à développer, qu'on se ressemble pas
et qu'on ait des points de vue, même si on n'est pas d'accord, au contraire, c'est mieux. Voilà. Merci d'avoir écouté cette conversation d'1 heure sur les dessous du podcast. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions que vous vous posiez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ce sera avec Rachid Zerouaki, qui est un instit en SECPA et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Incasables et qui est génial, qui est trop intéressant. Parler un petit peu d'éducation nationale et du système français et de ces élèves qui sont extraordinaires et qui sont malheureusement parfois un peu broyés par le système. Ça sera l'épisode prochain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de week-end, un bon démarrage dans votre journée si vous allez au bureau, parce que je sais que vous êtes beaucoup écoutés le matin, je vois les stats. Et surtout, prenez soin de vous. Merci de votre soutien et puis à très vite.